Merci Hervé, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette session où nous allons discuter du développement web multi-écran, multi-terminal et multi-interface avec HTML5. Donc, comme vous le voyez, cette présentation est faite dans navigateur en HTML5 et CSS3. Et tout d'abord, un petit voyage au sein de l'univers en expansion des technologies digitales. Donc voilà, univers qui s'étend, donc des nouveaux écrans qui s'agrandissent en largeur. On a des téléphones avec des écrans des fois carrés, des écrans un peu plus longs. On a les tablettes. Donc on a vraiment différentes tailles d'écran qui peuvent vraiment beaucoup varier. On a même des monstres maintenant qui arrivent. On a aussi une diversité au niveau des interfaces. Avant, on était habitué, on avait juste la souris, on avait juste le clavier. Maintenant, on a aussi des tablettes tactiles. Voilà, on a une reconnaissance avec la Kinect, on a des anciennes tablettes tactiles qu'on avait avec des crayons, et des choses un peu bizarres comme le trackpad d'Apple. Mais aussi multiplication des plateformes. Donc avant, on avait juste les PC, c'était gentil, on avait juste Windows, Linux, Apple. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de téléphones, on a aussi plein de navigateurs. Donc comment apprivoiser tout ça en fait? Voilà, donc le sujet de cette présentation, c'est, vous l'avez vu, on a une grande diversité de plateformes, de cibles potentielles. Comment répondre à cette complexité? Comment l'appréhender? Et cela sans baguette magique. Tout de suite, on vous le dit, voilà, pour pas trop vous faire espérer l'impossible. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas l'outil magique qui va vous permettre d'adresser tout ça d'un coup. Mais on a quand même des choses à vous proposer. Déjà, un constat. Le constat, c'est que techniquement, aujourd'hui, la seule plateforme de développement, les seuls langages qui adressent l'ensemble des terminaux que l'on vient de voir, ce sont les outils du web. HTML, CSS, JavaScript, SVG, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un moyen de faire des graphiques vectoriels qui fait partie des spécifications du W3C. Donc voilà, HTML, CSS, JavaScript, c'est des langages qu'on connaît depuis des années. Ça fait 10-15 ans qu'on fait tous des applications, sauf que jusqu'ici, on les faisait pour des applications de bureau, desktop, comme on dit. Typiquement pour Internet Explorer, Firefox, Chrome. Or, pour répondre justement à ces nouveaux outils, à ces nouveaux terminaux, on va devoir concevoir complètement les sites, à la fois le design, l'ergonomie et à la fois en même temps le développement, d'une manière totalement différente. C'est là qu'interviennent les nouvelles pratiques qu'on va vous proposer, qu'on va décrire dans cette présentation. Alors tout d'abord, pour répondre aux approches du multi-écran, deux approches de développement qui sont le responsive design et le mobile first design. Donc le responsive design, c'est quoi? Donc, comme vous pouvez voir sur ces exemples, on a trois types de rendus différents. Un pour desktop, une pour tablette en mode portrait et une pour smartphone. Donc on voit bien, on a trois différents designs pour ce même site finalement qui a été fait. Donc le responsive design, c'est une grille flexible. Donc on va avoir un site qui va s'étendre pour pouvoir s'adapter à la taille de l'écran. Les images, exactement pareil, en fait, il faut qu'elles soient flexibles, mais aussi avoir des ruptures d'écran. Donc là, on voit bien qu'on a des images sur le desktop, mais aussi sur la tablette. On a décidé que finalement, le tigre, on n'en avait plus besoin sur le smartphone. Donc on réagence ces blocs, et ça, c'est les media queries en CSS3 qui nous permettent de faire ça, d'avoir des ruptures d'écran suivant une taille. On s'adapte, puis à un moment, on dit, bah non, je n'ai plus envie de m'adapter, là, je fais un nouveau design. Mais c'est le même site, c'est le site lui-même qui s'adapte sur le navigateur. Donc voilà, si on reprend l'implémentation, c'est exactement ça. C'est une grille avec, on va avoir différentes tailles de blocs, de largeur, qui vont pouvoir s'agrandir. Et les media queries, voilà un petit exemple. On précise en CSS3, je vais mettre des styles spécifiques pour si ma taille d'écran est inférieure à celle de 67 pixels, ou si elle est entre 768 pixels et 960 pixels. Là, je précise les styles. Donc ça permet d'avoir les mêmes styles, les mêmes boîtes, et de définir de façon différente suivant qu'on est sur le desktop ou sur le mobile. Voilà, donc ça, c'était le responsive web design. Un autre principe qui traite à la fois du développement multi-écran, c'est le mobile first design. C'est un principe qui est arrivé en fait parce que c'est principalement les designers, les graphistes, les ergonomes, s'apercevaient que partir d'un site classique institutionnel pour un ordinateur de bureau de 1000-1200 pixels de large et le transformer en site mobile, c'était très compliqué parce qu'on avait énormément d'informations que l'on devait mettre dans un tout petit écran. On ne savait pas comment les trier, on ne savait pas comment le transformer. Et finalement, ils se sont aperçus que faire les choses dans l'autre sens
permettez d'adresser tout cela de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Donc le principe, c'est lorsque vous développez un nouveau site, ou par exemple, c'est ce qu'a fait Twitter avec leur nouvelle version de leur site web, vous commencez par penser à vos utilisateurs qui auront des smartphones à la main, qui auront des écrans très petits, donc avec une possibilité de quantité d'informations très réduite. Et cela vous oblige en fait à penser tout de suite à qu'est-ce qui est vraiment important dans mon application, quelles sont les fonctionnalités qui doivent être mises en avant par rapport aux autres. Vous pensez vraiment à l'usage de l'utilisateur et également à la manière de les présenter la plus simple, la plus directe. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre site pour un écran très, très petit, vous pouvez, si vous avez de la place sur des écrans plus larges, l'enrichir avec des nouvelles fonctionnalités ou rendre des fonctionnalités qui étaient avant cachées, comme par exemple, vous voyez sur Twitter, il y a des boutons en haut qui permettent d'accéder à toutes les fonctionnalités. Mais là, vous pouvez les rendre accessibles dès la première page. Donc sur la page de droite, c'est la page sur navigateur de bureau. Là, vous avez beaucoup d'autres fonctionnalités à gauche, mais on retrouve la fonctionnalité principale qui est les derniers tweets en fait, que vous suivez, qui est toujours disponible au centre, le plus accessible du site. Voilà, donc c'est un principe de design qui facilite en fait le développement, la création de nouveaux sites multiplateformes. Une autre approche pour régler l'autre problématique du multi-interface, c'est le Touch First Design. Alors, prenons l'exemple du dernier design en fait, de Gmail. On voit bien que ça serait facile de l'avoir sur tablette et aussi sur PC. Donc, qu'est-ce qu'ils sont partis? Ils ont dit les liens, c'est pas pratique à cliquer avec les doigts parce qu'on a des gros doigts, donc c'est trop gros. Donc, on va aller maximiser les espaces pour éviter de cliquer sur un bouton sans le faire exprès. Donc, on espace à chaque fois. On voit bien que sur Inbox, Star, on a des espaces plus grands, on a des boutons assez gros. Et comme ça facilite le fait qu'on soit avec une tablette ou un clavier ou une souris, on peut cliquer facilement. Si mon bouton, mettons, est assez gros pour toucher avec un doigt, avec une souris, il sera aussi facile. Donc en fait, quand on va penser une interface en premier lieu pour le touch, elle sera aussi facilement utilisable pour le clavier souris habituellement. Après, il y a des petites limites, ça va être juste si on veut faire des survols, des choses comme ça, c'est super pourri quand on a des tablettes touch parce que c'est pas évident de le faire. Du coup, c'est des choses qu'on voit disparaître de plus en plus en fait, des sites web classiques. Voilà, donc ça c'était les quelques principes, quelques outils pour vous aider à adresser les différents écrans, typiquement les différentes largeurs ou les différentes interfaces. Maintenant, il y a un aspect plus technique, c'est le multiplateforme. Donc là, c'est supporter différents navigateurs, différentes versions de navigateurs, différents systèmes d'exploitation. Typiquement, le cas entre eux, je veux que mon site fonctionne à la fois sur les dernières versions de Chrome, de Firefox et aussi sur Internet Explorer, puisque c'est le standard, par exemple, dans mon entreprise. Pour cela, on a deux principes qui peuvent vous aider à adresser ces problématiques, qui sont le progressive enhancement et graceful dégradation, qui sont deux principes qui paraissent opposés, mais qui, dans certains cas, sont plus intéressants que l'autre. Voilà, donc le progressive enhancement, le principe de base, c'est de commencer par développer pour des navigateurs, des clients qui ont des fonctionnalités très basses, que tout le monde a, en fait, on va dire le minimum commun entre les différents navigateurs, et d'ensuite enrichir cela pour offrir des fonctionnalités plus performantes pour ceux qui le supportent. Mais en faisant ça, dès le début, en fait, on se met dans la posture d'offrir un service à tous les utilisateurs, quelles que soient les fonctionnalités offertes par leur navigateur. Là, on a un exemple, par exemple, avec une fonctionnalité, on veut tout simplement afficher des données. Donc là, par exemple, c'est les postes de dépenses de différentes personnes. On peut le faire très simplement, en fait, en faisant un tableau. Donc vous voyez, à gauche, c'est un tableau très simple. Le tableau HTML, ça existe depuis le début d'HTML, c'est supporté par tous les navigateurs. Même IE4 supportait les tableaux. Donc là, vous êtes sûr que tout le monde aura accès à cette fonctionnalité, à ces informations. À gauche, on a représenté les navigateurs qui supportent la fonctionnalité, d'ailleurs. Donc là, c'est les principaux navigateurs de bureau. Vous voyez que les 5 navigateurs, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari et Opera, supportent ça sans problème. Ensuite, on se dit, on voudrait offrir quelque chose de plus visuel, de plus riche pour les utilisateurs qui pourraient l'avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut utiliser la technologie Canvas, donc c'est le dessin 2D ou fourni par HTML5, qui n'est pas supporté par tous les navigateurs encore. En fait, il est supporté par tous les navigateurs, sauf Internet Explorer, qui, on l'espère, le supportera bientôt. Mais voilà, aujourd'hui, c'est le cas. Eh bien, quand même, on va le faire. Pourquoi? Parce que de toute façon, les utilisateurs qui sont sur Internet Explorer auront aussi accès aux informations, auront aussi toutes les données. Donc, on va développer le graphique en utilisant les canvas. Et si
on va détecter si le navigateur supporte cette technologie. Si elle ne la détecte pas, on ne fait rien et on laisse le tableau ancien. Voilà, donc ça permet d'offrir des fonctionnalités plus riches pour ceux qui les supportent, et par contre de laisser toujours la fonctionnalité disponible à ceux qui ne supporteraient pas. L'autre approche, c'est le graceful degradation. Donc, c'est de se dire, moi, j'ai envie de profiter vraiment des possibilités des nouveaux navigateurs. Donc, je fais directement mon graphique, en fait. Donc, là, j'utilise Canvas ou SVG, peu importe, pour faire des graphiques. Et là, qui va pouvoir l'avoir? Ça va être Firefox, les dernières versions de Chrome, de Safari ou d'Opera. Malheureusement, notre petit IE7, là, ou IE8, lui, il ne sait pas gérer ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Au fur et à mesure dans mes développements, je dis, il faut vraiment que je les supporte. Tant pis, j'ai pas de graphique, je leur affiche le tableau à la place. Donc c'est vraiment deux approches qui sont au même but, offrir le plus largement possible en fait un site, sauf que il y en a un où on va partir des nouveaux navigateurs et l'autre des anciens navigateurs. Voilà, donc là on était dans l'optique de développer une page web qui fonctionne partout, de manière plus ou moins riche, mais c'est la même page web. Malheureusement, ça dépend des cas, mais parfois on ne peut pas, les usages des utilisateurs, que ce soit parce qu'ils ont des terminaux complètement différents ou parce qu'ils sont dans des situations complètement différentes. Maintenant, avec la mobilité, les utilisateurs, ils ne sont pas toujours devant leur bureau. Des fois, ils voyagent. Voilà, on veut offrir des choses complètement différentes. Eh bien, on est obligé de faire des sites différents. On ne peut pas transformer un seul site pour le rendre plus ou moins compatible avec les différents terminaux. Donc, on va voir que dans ces cas-là, on a également... Voilà donc un exemple, par exemple, de Gmail, donc le client mail de Google, bien connu. Vous voyez très bien qu'entre la version pour bureau et la version pour smartphone, elles sont complètement différentes. On a énormément de choses en plus dans la version de bureau. On a, par exemple, le Gtalk, le chat, qui est là. On voit les personnes qui sont connectées. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas du tout sur mobile. Si on voulait faire un site qui fournisse les deux, ce serait beaucoup trop compliqué, car beaucoup trop différent. Et donc, on a deux techniques pour générer ce qu'on va appeler des vues, c'est-à-dire vraiment des IHM, des pages différentes selon les terminaux. On a la détection de user agent et la détection d'interface et de capacité. Alors voilà deux exemples en fait de user agent, les choses sympas Mozilla 5.0 que vous voyez. Alors le premier c'est un Firefox 15 sur un Mac et le deuxième c'est très long, ça doit être je sais pas un Chrome. Ouais, ça doit être ça, un Chrome sur un Nexus S. Donc c'est sympa si on s'amuse à détecter ça pour dire tiens, je vois cette string là, hop, je vais passer sur mon site mobile, je vois celle-là, il faut que je passe sur le desktop. Donc c'est très compliqué, vous voyez cette chaîne, elle est super compliquée, ça change à chaque version de navigateur, mais aussi à chaque fois qu'il y a des nouveaux terminaux. Même s'il y aura un même terminal, on va pouvoir avoir tel opérateur qui va vouloir dire moi j'ai envie qu'il y ait écrit Orange en fait dedans à la place de ce qu'avait proposé le constructeur. Donc c'est très difficile de s'approcher, d'identifier vraiment les capacités. Est-ce qu'on est bien sur un mobile ou sur une tablette ou sur un desktop, sachant que l'utilisateur peut aussi feinter en fait cette approche. Donc finalement c'est très compliqué, on a du mal à arriver à garder ça dans le temps en fait. C'est très coûteux et pour un résultat pas très fiable. Voilà, et la deuxième possibilité, qui est la possibilité qu'on recommande dans tous les cas quand c'est possible, c'est de détecter en fait, non pas le navigateur, mais détecter les possibilités offertes par le navigateur. Donc on va interroger le navigateur, on va lui demander quelle est ta résolution d'écran, et par exemple, est-ce que tu supportes les canvas qu'on a vu tout à l'heure pour faire les dessins, ou est-ce que tu supportes la géolocalisation. Ça, c'est de la détection de fonctionnalités, de capacités. Et en fait, ça va permettre de dynamiquement adapter l'écran au terminal. C'est très intéressant en fait ce schéma. Donc ça parle, je pense, plus aux geeks qu'aux boss. C'est le schéma classique que l'on avait dans les applications web avec la séparation entre les vues, le modèle et les contrôleurs, le pattern MVC bien connu. Eh bien, avant, on le faisait côté serveur. Maintenant, il se déplace côté client. C'est quelque chose que faisait déjà GWT sans qu'on le sache vraiment. Mais maintenant, les développeurs le font de plus en plus manuellement avec des outils comme Backbone.js. Et ça permet en fait de dynamiquement en JavaScript dans le navigateur détecter à qui j'ai affaire et de rendre une fonctionnalité, une vue adaptée vraiment à l'utilisateur. Donc là, par exemple, on a une application qui va avoir 3 vues différentes, une pour le téléphone, une pour les tablettes, une pour l'ordinateur, et ça va être fait tout ça dynamiquement dans le navigateur. Donc on n'a plus le problème de la détection de user agent qui pouvait parfois rendre des résultats faux ou inattendus.
Et on va plus loin même encore au-dessus de la vue, c'est que si on pourra reprendre même des branches en disant en fait le téléphone il sait gérer tel élément ou tel autre élément, et dans ce cas-là, si c'est pas gérer un élément, on lui propose un autre service en fait. Mais c'est vraiment, on est au plus fin en détail et on peut vraiment avoir beaucoup de sites, mais c'est vraiment le navigateur qui lui va détailler ça en fait. Qu'on est au plus proche de ses capacités à lui. Donc voilà, on vous a listé quelques frameworks qui permettent d'outiller un peu tout ça. On peut vous les montrer en direct. Donc Modernizer, justement, qui permet de faire la détection de fonctionnalités. Donc voilà, on peut tester justement les canvas comme on en parlait. Voilà, les animations CSS. Donc c'est tout simple, c'est juste un petit booléen. Ça nous dit oui, le navigateur vous répond je sais le gérer ou je ne sais pas le gérer. À vous après de vous dire, dans ces cas-là, si c'est pas gérer ça, qu'est-ce que je fais? Un autre site qui résume un peu de tout, c'est HTML5 Please Us, qui nous montre en fait toute une série des nouvelles fonctionnalités de HTML5 CSS3. Donc si on prend, mettons, border radius, voilà, il dit qu'on peut l'utiliser sans souci. Il peut exister des exemples après pour, mettons, si on prend le canvas, où on en parlait tout à l'heure, nous disent qu'il y a des polyfills en fait, donc c'est pas grave si le navigateur ne sait pas le gérer, vous allez pouvoir embarquer pour ailleurs un JavaScript en plus qui va pouvoir essayer de gérer en fait tout ce que le navigateur ne sait pas faire en JS. Si on veut rentrer plus dans le détail, on a des sites comme Can I Use qui permettent vraiment de voir. Donc voilà, les coins arrondis sous CSS3, on voit exactement qui le gère. Donc c'est géré à partir du U9, ça ne l'était pas avant. Géré par Firefox depuis longtemps. Et on a aussi les détails avec les navigateurs mobiles. Un autre site qui est Responsive Ease. Alors là, la résolution nous change un peu, mais voilà, à partir d'un site, on peut voir justement est-ce que notre site est responsive. Donc on peut gérer différentes résolutions. Et on voit si ça s'adapte très bien. C'est quelque chose que fait Firefox maintenant aussi en natif, où on peut vraiment donner sa valeur. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter, il y a un petit framework CSS qui est très bien, qui s'appelle Twitter Bootstrap. Donc on voit de plus en plus de sites qui ressemblent à ça, mais au moins ça s'adapte partout sur les mobiles, les tablettes, les téléphones. Et ça doit reprendre, si on vous parlait des grilles, voilà. Donc on a des grilles qui sont fluides, qui s'agrandissent, qui se remettent. Et on peut gérer très bien ça. Voilà, et pour vous prouver qu'on a fait ce qu'on a dit, la présentation elle-même, donc on va vous donner le lien après, tourne sur notamment les quatre plateformes qu'on a mis là, donc une PSP, un smartphone Android, un iPad et une télévision avec le navigateur de la Freebox. Donc là, c'est la présentation qu'on vient de vous montrer. Ce qu'on peut remarquer, c'est que par exemple, en haut à gauche, sur la PSP, on n'a pas les effets de transition entre les pages. En fait, toutes les pages sont les unes en dessous des autres. C'est un principe de graceful dégradation qu'on a vu tout à l'heure, où en fait, le framework, la librairie qui s'appelle Impress.js, qu'on a utilisé pour la présentation, détecte que le navigateur ne supporte pas les transitions CSS3 et met tous les écrans les uns en dessous des autres, ce qui permet d'avoir accès au contenu de manière tout à fait satisfaisante. Donc, merci à tous. Merci la présentation. Merci. Bravo à vous. Merci.